Donc, je ne suis absolument pas médecin, c'est très intimidant comme exercice pour moi. Je suis un neurophysiologiste qui travaille essentiellement chez l'animal. Donc je vais vous parler aujourd'hui de choses qui ont trait à l'apprentissage d'une tâche motrice, qui est pas de la pathologie, mais sur lequel on a trouvé des choses qui sont, je pense, assez nouvelles, mais qui ont de la pertinence pour la pathologie. En fait, dans l'équipe, on a aussi une activité de physiopathe qui est plutôt animée par ma collègue et co-chef d'équipe Daniela Popa, dont je vous dirai un micro-mot tout à la fin. Et donc, ce dont je vais parler essentiellement, c'est de choses qu'on appelle en français compétences motrices, hein, c'est motor skill en anglais, c'est une traduction maladroite. En gros, ça se réfère aux actions et aux séquences d'actions, d'ailleurs typiquement, où la précision et la vitesse sont fortement influencées par le niveau d'entraînement qu'on a et la quantité d'exercice. Et donc, les structures qui sont importantes pour les habiletés morales, motrices, pardon, c'est bien sûr le cortex cérébral, les ganglions de la base et le cervelet. Et donc, dans la perspective d'un neurophysiologiste, en fait, ces structures-là, elles sont vraiment très, très différentes par le fait qu'elles utilisent des modes d'apprentissage qui sont radicalement différents, c'est-à-dire que l'algorithme d'apprentissage dominant dans le cortex cérébelleux, c'est un apprentissage dit supervisé, et la base de l'apprentissage supervisé, c'est qu'il y a un calcul d'une erreur quelque part, et pour qu'il y ait une erreur, il faut qu'il y ait un objectif très précis qui soit poursuivi et qu'on regarde l'écart, on quantifie l'écart à cet objectif, et c'est lui qui va guider l'apprentissage. Ça, c'est fondamentalement différent de ce qui se passe dans les ganglions de la base, où c'est un apprentissage supervisé, où le moteur de l'apprentissage est essentiellement la qualification bonne ou mauvaise du résultat et pas d'un écart par rapport à ce qui est voulu. Donc, est-ce que le résultat est favorable? Et enfin, dans le cortex cérébral, le mode dominant d'apprentissage, c'est pas exclusif, hein, c'est un apprentissage non supervisé. Et l'idée, c'est que on extrait des propriétés statistiques, des régularités à partir de la structure de l'activité, et que c'est ça qui est stabilisé. Et quand on regarde comment ces structures influent sur le mouvement, elles influent ou elles contribuent au contrôle du mouvement. Elles ont des contributions qui sont très très différentes. Dans le cas du cervelet, c'est la correction du mouvement en cours, tous les mécanismes d'adaptation motrice et même plus généralement, c'est tous les aspects du contrôle moteur qui ont trait à l'anticipation à court terme. Donc, je n'ai pas remis tout ce que fait le cervelet. En fait, tout le monde est très familier, je pense, avec ça. Et on peut, pour ceux qui ne le seraient pas, c'est l'intoxication à l'éthanol. Comme dans la mesure où le cervelet est la structure la plus sensible, dès qu'on prend un peu d'alcool, tout le syndrome moteur, c'est juste parce qu'on a éteint le cervelet. Bien sûr, les ganglions de la base, c'est quelque chose les lésions des ganglions de la base donnent des profils différents. Bon, on pourrait dire la maladie de Parkinson donne une bonne idée de ce que ça peut faire. Et le cortex moteur fait des choses qui sont, les aires motrices corticales, évidemment, font des choses qui sont parfois plus obscures ou plus abstraites dans l'affection qui est produite. Alors, ces grandes structures-là, elles ont chacune leur contribution, mais évidemment, ce qui est très important, c'est qu'elles interagissent entre elles. Et les circuits les mieux connus sont les connexions réciproques entre les aires motrices et les ganglions de la base, et entre les aires motrices et le cervelet, donc qui sont descendantes et montantes. Et donc, le schéma classique par lequel on aborde ces circuits-là, très bien représenté sur cette image que j'ai tirée d'une revue d'il y a 20 ans, où on voit une très belle distinction entre ces deux types de contributeurs à l'activité corticale qui sont reflétés par ce type de schéma qui correspond là à l'illustration d'une séparabilité de la contribution du cervelet et des ganglions de la base dans le contrôle moteur. Et donc là, l'idée, c'est que dans le cas d'un apprentissage de séquence qui serait d'un tapotement des doigts, enfin des séquences de mouvement des doigts, c'est des fonctions qui sont essentiellement dépendantes des ganglions de la base en relation avec un certain nombre d'aires corticales et qu'au cours du temps, on a éventuellement des modifications de la contribution du cortex et des ganglions de la base, mais c'est quelque chose qui est très spécialisé. Et de la même manière, l'adaptation motrice, c'est-à-dire l'ajustement en fonction d'un changement des contingences contextuelles, c'est quelque chose qui serait très cérébelleux en lien avec le cortex et qui serait tout à fait séparé. Et en fait, ce schéma-là, il est très prédominant et il est, à mon sens, relativement faux
C'est pas parce que les fonctions sont différentes qu'elles opèrent de façon indépendante. Et donc, je vais juste, avant de rentrer dans ce qu'on fait au labo, je vais juste vous donner un exemple qui est issu d'un paradigme très classique d'étude du système moteur, qui est l'adaptation visio-motrice. Donc ça, c'est une tâche très classique où le sujet doit faire un mouvement avec la main pour déplacer un curseur sur un écran. Et dans les conditions normales, il y a une correspondance entre la direction du mouvement et le mouvement qui est représenté sur l'écran. Et puis à un moment, on introduit une perturbation où en fait, au lieu d'aller dans la direction de la cible, il faut aller dans une direction qui est à un angle donné, 30 degrés par exemple, par rapport à la cible. Et donc, au bout de quelques essais, un sujet contrôle va y arriver parfaitement bien, et les patients cérébelleux, eux, n'arrivent jamais à corriger. Alors, il y a des conditions pour que ça marche, mais essentiellement, on voit que c'est une fonction qui exige d'avoir un cervelet fonctionnel, et on peut dire que ça a même une valeur prédictive sur le fait qu'on pourrait avoir une lésion cérébelleuse. Alors, si on regarde les activations cérébrales dans une tâche comme ça, on voit des activations corticales. Bon, il peut y avoir évidemment des aires visuelles, mais il y a d'autres aires corticales qui sont impliquées. On voit des jolies activations dans le cervelet, mais on voit aussi des activations dans les ganglions de la base. Mais si on regarde chez un patient parkinsonien, en fait, et qu'on lui fait faire cette tâche-là, typiquement, les patients parkinsoniens, le premier jour où on les met face à ce challenge, ils vont apprendre et corriger, diminuer l'erreur, avec la même vitesse qu'un sujet sain. Donc pour comprendre pourquoi les ganglions, ce que les ganglions de la base font là-dedans, il faut regarder un peu plus en détail ce qui se passe temporellement. Et donc une des caractéristiques de ce type d'adaptation motrice qu'on voit ici illustrée avec la quantification de l'erreur, donc là pendant la période de baseline, il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas d'angle entre le mouvement et le mouvement de la main et le mouvement du curseur. Quand on introduit la perturbation, l'erreur devient grande, et chez un sujet sain qui est en rouge, on a un apprentissage très rapide, donc l'erreur n'est pas complètement supprimée là. Et puis quand on retire la modification, on voit un after effect qui est aussi rapidement fait. Donc en fait, ça c'est relativement rapide en nombre d'essais, donc ça correspond en fait à la contribution cérébelleuse, qui est un organe qui apprend très rapidement et qui peut aussi apprendre autre chose très très rapidement. Mais en fait, ça ne dit pas toute l'histoire, parce que si une personne s'entraîne à cette tâche-là un certain nombre de fois, donc elle va apprendre à diminuer l'erreur, c'est la courbe du haut qui est en blanc, là, qui est l'apprentissage initial, mais si on laisse s'écouler un laps de temps plus ou moins important, et qu'on reteste la personne, c'est la courbe en noir ici, on voit que très rapidement, même là, on a des blocs de juste quelques essais, on voit que très rapidement, les sujets arrivent à diminuer leur erreur et l'amener à des valeurs minimales, même en dessous de celles qu'elles avaient atteintes antérieurement. Et donc l'idée, c'est qu'une exposition passée permet un réapprentissage rapide. Donc le terme anglais en ça, c'est savings. En français, je dois avouer que je ne le connais pas. Et en fait, quand on regarde chez des patients parkinsoniens, on voit que cet aspect-là, qui est le fait d'avoir créé un schéma moteur de référence qui est capable d'être réactivé face à un challenge, eh bien, il est perturbé. Et donc, on voit que la deuxième session chez les contrôles, l'erreur est plus petite, alors que chez les patients parkinsoniens, elle est toujours aussi élevée. Vous voyez le décours temporel qui est aussi là-dessus. Chez les sujets contrôles, on voit qu'ils réapprennent plus vite, les courbes bleues et rouges, alors que les patients parkinsoniens n'apprennent pas plus vite. Ça a été répliqué. Et donc, l'idée, c'est que une tâche qui peut dépendre très fortement d'une structure, quand elle s'inscrit dans un contexte d'apprentissage, ce qui a, je pense, du sens, par exemple, dans le cas de la rééducation, en fait, il se met à recruter d'autres circuits de façon assez radicale. Et ça, en fait, c'est une propriété qui est tout à fait générale, puisque, en fait, si on regarde dans cette méta-analyse, par exemple, ce qui est représenté sur cette image, c'est une méta-analyse où on voit en rouge et en bleu les changements de recrutement. Ce n'est pas le recrutement des régions, c'est le changement de recrutement en fonction de l'intervalle de temps entre deux tests successifs, qui peut être des minutes jusqu'à des jours ou des semaines. Eh bien, on voit des changements dans toutes les structures cérébrales. Alors, la question qui nous anime, une des questions qui nous anime dans l'équipe, c'est de voir dans quelle mesure ces changements sont interdépendants. Et donc, pour juste avancer dans ce que nous on fait, il faut regarder un tout petit peu plus en détail l'anatomie. Donc, on sait que le cortex et le cervelet sont couplés par des connexions réciproques qui passent par les noyaux pontiques et par certaines aires du thalamus moteur, donc le VIM chez l'homme.
On sait que le cortex et les ganglions de la base a aussi des interactions réciproques. Ce pas les mêmes neurones du cortex qui vont dans la voie pontique et qui vont dans les ganglions de la base. Ce pas les mêmes neurones du thalamus qui reçoivent des ganglions de la base et du cervelet. Donc on a deux boucles parallèles, ça colle bien avec l'idée qu'on a une certaine séparabilité des contributions de ces deux structures. Mais en fait, il y a un autre élément qui est beaucoup moins, qui n'a été établi que à peu près une vingtaine d'années, qui est beaucoup moins compris pour l'instant, qui passe par une autre région thalamique, qui est la région intralaminaire, qui comprend le centrolatéral, les centromédians et parafasciculaires, qui sont des structures familières, je pense, dans les contextes de Parkinson et de diverses pathologies. Et en fait, ces noyaux reçoivent aussi des entrées du cervelet. Alors, l'hypothèse conceptuelle dans laquelle on est, c'est pas une hypothèse forte, hein, c'est que en fait, l'évolution du recrutement des régions motrices au cours de l'apprentissage moteur dépend des connexions entre ces régions-là. C'est pas que chaque région est recrutée indépendamment les unes des autres, c'est vraiment elles se sollicitent mutuellement. Alors, on sait que c'est vrai, par exemple, pour les interactions entre le cortex et les ganglions de la base. Il y a une abondante littérature qui montre que c'est des voies qui sont plastiques et que la plasticité dans cette voie joue un rôle absolument central dans l'acquisition d'une compétence motrice. On sait beaucoup moins de choses sur la sortie du cervelet. La raison de ça, c'est qu'en imagerie cérébrale, on peut avoir pratiquement aucune information sur la sortie du cervelet elle-même. Le métabolisme du cervelet, en fait, du fait de ses propriétés intrinsèques, est complètement dominé par les entrées et les connexions internes. Et donc la sortie du cervelet est à peu près illisible en termes de signal métabolique. Et donc pour ça, c'est intéressant d'avoir des modèles animaux et poser sur ces modèles animaux la question des processus qui dépendent des voies de sortie du cervelet. Et donc nous, on s'intéresse notamment à ces voies de sortie qui vont vers le thalamus intralaminaire et les ganglions de la base, ou vers les aires motrices du thalamus et vers le cortex. Alors le cervelet a d'autres sorties qui sont abondantes et très importantes, qui vont directement vers qui sont des projections descendantes vers les voies motrices, en fait vers les motoneurones, via un tout petit nombre de synapses, qui sont plutôt un problème dans notre contexte pour étudier ces fonctions. Alors, on utilise des tâches qui sont très particulières à l'animal, mais très adaptées. En l'occurrence, on utilise une tâche qui s'appelle le rotarod accélérant. Le principe est de mettre des souris ou des rats sur des cylindres horizontaux qui sont en rotation et qui tournent de plus en plus vite, ce qui est un challenge relativement conséquent. Les animaux n'aiment pas tomber, donc ils essayent de rester dessus. Et donc, on quantifie les performances de l'animal par la vitesse maximale qu'ils atteignent, ou bien, en d'autres termes, la latence avant la chute, puisque la vitesse accélère progressivement. Et comme vous pouvez voir, entre le premier essai et le dernier essai, il y a presque un facteur 3 d'amélioration des performances des animaux. Donc ils apprennent réellement. Et on voit que si on fait 7 séances par jour, ils apprennent pendant la journée, mais ils doivent reprendre la suite. Et on voit qu'il y a une bonne consolidation du jour au lendemain. Alors pour regarder on sait oui que ces tâches-là, du fait de la littérature, qu'elles dépendent à la fois du cortex moteur, des ganglions de la base, du cervelet. Donc on n'est pas dans le cas où la tâche serait tellement simple qu'on aurait une séparabilité complète de ce que fait le cervelet et les ganglions de la base. Alors pour tester les voies aujourd'hui, le type d'outil qu'on utilise, c'est la chémogénétique et l'optogénétique. On utilise, nous, là, dans cette étude, des récepteurs muscaréniques modifiés qui ne répondent plus aux agonistes muscaréniques, mais au CNO. Et quand on met du CNO, ça va activer le système protéine G qui va ouvrir des canaux potassiques, qui va inhiber les récepteurs. Et donc en fait, nous, on utilise des doses modérées de CNO qui vont juste réduire l'activité des neurones cérébelleux. Les neurones cérébelleux sont toniquement actifs, mais nous, si on les éteint complètement, en fait, on rend les animaux ataxiques et donc on ne peut plus rien mesurer. Et donc on a trouvé une dose d'études qui n'impacte pas trop le système moteur. Ce qu'on teste en prenant une version du rotarod qui est beaucoup plus simple pour les animaux, où on utilise une vitesse fixe, un challenge qui est à une vitesse fixe, il n'y a pas d'accélération. Et dans ces cas-là, les animaux sont capables de rester à des vitesses élevées pendant plusieurs minutes, alors que quand ils atteignent ces vitesses-là dans le contexte d'une accélération, en fait, ils tombent au bout de quelques secondes ou quelques dizaines de secondes. Donc nos animaux sont pas il n'y a pas de problème grave de coordination juste pour avoir de la locomotion. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va cibler ces voies qui vont vers les thalamus médians. Donc dans la suite, je vais les mentionner sous le nom de centrolatéral, donc le CL, ou le VAL qui est ventral antérieur, ventral latéral, donc c'est l'équivalent du VIM chez l'homme.
Alors, on utilise des approches intersectionnelles virales, on utilise des virus qui sont propagés de façon rétrograde depuis la cible, et puis on complète avec un autre virus, et ça permet d'avoir une expression exclusivement dans les neurones des noyaux cérébelleux qui vont vers le noyau thalamique qu'on a choisi. Et ces neurones vont pouvoir exprimer, quand on va donner du CNO, en fait, ces neurones vont voir leur activité baisser. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait faire le test à des animaux avec une sortie très sélective d'un petit nombre de neurones uniquement vers un noyau thalamique. Donc là, c'est celui qui va vers le thalamus striatal. Et quand on inhibe cette voie pendant l'apprentissage, en fait, on voit que les performances, l'apprentissage chez l'animal est ralenti. Alors, un des points qu'il faut vérifier quand on utilise ces drogues est lié au fait que l'action, comme c'est une approche pharmacologique, l'action est étendue dans le temps, elle est présente pendant l'apprentissage, mais aussi après. Et donc, on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe, si c'est juste pendant la tâche ou si c'est vraiment des mécanismes postérieurs à la tâche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un groupe contrôle où on fait une injection après. Et quand on fait ça, on ne voit pas de modification de l'apprentissage. Donc, c'est vraiment un effet qui est lié à ce qui se passe pendant la tâche. Ensuite, on peut faire la même chose sur les neurones qui vont vers le thalamus moteur. Et là, on a un autre pattern d'activité où on voit que, en fait, en début de session, tous les jours, les animaux ont des performances qui sont réduites par rapport à la veille. Donc, il y a un déficit de consolidation. C'est un autre profil que celui qu'on avait vers ce noyau thalamique-là. Alors, dans les derniers jours, pour les plus grandes vitesses, là, les animaux commencent à montrer un déficit. Et cette fois-ci, quand on inactive les noyaux cérébelleux après la tâche, en fait, on voit le même syndrome de déficit de consolidation, c'est-à-dire que les animaux n'arrivent pas le jour suivant à reproduire les meilleures performances de la veille, ils repartent de plus bas, ils doivent réapprendre, mais on a vraisemblablement des savings parce qu'ils réapprennent quand même relativement rapidement, puisqu'ils rejoignent le groupe contrôle en peu de temps. Alors ça, c'est un résultat assez original parce que la contribution du cervelet à la consolidation en offline n'est pas quelque chose qui est très présent dans la littérature, en fait, c'est même très largement absent. Donc si je résume cette partie-là, en gros, l'idée, c'est que on a plusieurs processus pendant l'apprentissage. On a pendant la période d'essai, et puis il y a une période qui est offline. Au terme de la période d'essai, on a une mémoire à court terme qui a besoin d'être consolidée par un processus qui dépend de l'activité neuronale. Et puis ensuite, le jour suivant, on peut repartir. Et donc la partie du cervelet qui va vers les ganglions de la base, elle est vraiment importante dans la phase d'acquisition. Et celle qui va vers le thalamus et le cortex moteur, en fait, elle est vraiment essentielle pour transformer cette forme à court terme qui peut rester sous forme de savings, pour la transformer en forme stabilisée au cours du temps. Donc la question suivante, j'espère que je ne dépasse pas trop le temps, qu'on a regardée, elle a trait en fait à l'activité neuronale sous-jacente de cette chose-là. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré les noyaux cérébelleux, le striatum et le cortex moteur. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a des neurones dans ces structures-là qui ont des rapports temporels de décharge qui sont très particuliers, qu'on illustre avec ces cross-corrélogrammes. Donc la façon dont on lit ça, c'est que, de cet exemple-là, c'est qu'en 0, ça correspond au temps on met en 0 le potentiel d'action d'un neurone cérébelleux, et l'histogramme autour, il nous donne la probabilité de décharge d'un neurone du cortex moteur, par exemple. Et donc là, vous voyez que peu après la décharge du cortex moteur, dans les millisecondes qui suivent, peu après la décharge de ce neurone sélectif des noyaux cérébelleux, on a une augmentation de la décharge du cortex moteur avec des latences qui sont compatibles avec un circuit avec peu de synapses, ce qui existe effectivement entre les deux structures. Et donc les échelles de temps, si on fait le groupe, elles sont vraiment autour de quelques dizaines de millisecondes, c'est très rapide. Alors on peut regarder toutes les paires entre toutes les paires de neurones entre les différentes structures, cervelet, cortex moteur et striatum. Premier jour, on n'en voit pas beaucoup, et à la fin, on tend à en voir plus. Et si on regarde la quantification, en fait, on voit que sur 7 jours, on a de moins en moins de neurones du cervelet qui sont connectés qu'avec le cortex moteur, mais de plus en plus de neurones du cervelet qui sont connectés à la fois avec le cortex moteur et les ganglions de la base, ce qui doit vous rappeler ce que je montrais précédemment sur le recrutement du striatum dans la consolidation d'un apprentissage cérébelleux. Et en fait, quand on regarde au niveau des cibles, cortex moteur et striatum, on voit aussi qu'il y en a de plus en plus de neurones qui sont activés de façon postérieure au cervelet. Donc en fait, on a quelque chose qui, pendant la tâche, ressemble à un renforcement du circuit. Alors ça, c'est juste une coïncidence. C'est peut-être que la façon dont le cerveau règle la chose recrute
indépendamment nos différents partenaires, juste avec des latences fixées. Il n'y a pas nécessairement de causalité, c'est juste corrélatif. Donc pour tester s'il y a réellement un renforcement de la connectivité fonctionnelle sortante du cervelet, dont je rappelle qu'elle est très difficile à évaluer par des techniques d'imagerie, on peut faire appel à des stimulations qui sont très sélectives des neurones. C'est plus puissant que les stimulations électriques parce que les stimulations électriques peuvent stimuler les fibres en passant. Là, on stimule que les neurones. On regarde, on est capable de montrer que ça produit dans certains neurones du cortex moteur et du striatum une accélération. Et si on compare l'effet de stimulation cérébelleuse sur les mêmes placements d'électrodes, on voit qu'on a une augmentation de la taille des réponses. Donc on a vraiment une potentialisation des voies de sortie. Donc c'est pas, le cervelet, c'est pas seulement qu'il interagit avec les autres structures, mais c'est qu'en plus, il renforce son action au cours du temps, au cours d'un apprentissage, par des mécanismes de plasticité. Le point qui est important, c'est que, en fait, ça ne se limite, ce qui se passe dans l'interaction entre les régions ne se produit pas seulement pendant la tâche. En fait, de façon assez étonnante, on trouvait donc des paires comme ça qui étaient de neurones qui avaient l'air de communiquer entre eux pendant la tâche. Après tout, le système est en train de commander des muscles, de recevoir des entrées sensorielles. Mais quand on se met dans la situation de repos et qu'on regarde ce que font ces neurones-là ensemble, en fait, le premier jour, les neurones qui montraient des jolies séquences pendant le repos, ils ne font pas grand-chose, mais les jours suivants, on voit que spontanément, en dehors de tout mouvement, toute entrée sensorielle, ils se mettent à être actifs, à s'activer de façon séquentielle. Et ça, alors c'est très net dès le deuxième jour pour les neurones du cortex moteur. Ça met un petit peu plus de temps dans le cas des connexions entre le cervelet et le striatum, mais dans les deux cas, en fait, on voit que le circuit, d'une certaine manière, est capable de s'activer de façon coordonnée. Ça, c'est un argument très fort pour dire qu'effectivement, la connectivité fonctionnelle a été renforcée par les mécanismes de plasticité et pas des grands mécanismes de circuit. Donc, comme je suis au bout du temps, je vais aller très vite là-dessus, mais on a identifié un des mécanismes par lequel ce phénomène se produit, qui a trait avec les spindles du sommeil. Les spindles du sommeil, on sait depuis très peu d'années qu'elles sont observables dans le cervelet, elles ont été rapportées. On les a trouvées aussi, et en fait, quand on regarde le degré d'activité neuronale conjointe du cortex moteur du striatum et du cervelet dans ces spindles, on trouve qu'il est assez variable entre tous nos animaux et toutes nos séances. Et donc, quand la covariance est très faible, en fait, on voit qu'on a une très faible consolidation des apprentissages, alors que quand cette covariance neuronale est très forte, on voit qu'on a une meilleure coordination. Et donc, ce que l'on pense, c'est que dans les activités offline, un des facteurs essentiels de stabilisation d'un apprentissage se fait par ce type de mécanisme. Je suis au bout de mon temps, donc je vais juste conclure pour dire, j'espère que j'ai été assez clair, qu'en fait, il y a des conséquences pour la physiopathologie. La façon dont on travaille dans l'équipe, c'est qu'on fait le lien entre ces éléments-là. En fait, cette plasticité, on l'a observée entre le cervelet, le striatum et le cortex moteur. On l'a aussi observé dans un modèle de dystonie dite 25, où on voit un renforcement de ces connexions observées par le même type de stimulation optogénétique. Donc, en fait, les mécanismes plastiques de l'apprentissage sont à l'œuvre dans des contextes pathologiques. Il y a une interdépendance de l'activité du cervelet avec les plasticités ailleurs dans le cerveau, et notamment le travail que ma collègue Daniela Popa a dirigé a montré que des stimulations intermittentes du cervelet, donc 2 minutes par jour, sont capables de supprimer de façon drastique les dyskinésies induites par la lévodopa dans un modèle murin de ces dyskinésies, et c'est un effet qui peut durer plusieurs semaines après la cessation de ces stimulations. Donc en fait, ces mécanismes, la compréhension de ces mécanismes est évidemment un enjeu important. Donc je termine en remerciant les gens qui ont fait ça. Donc c'est Andrés Barani et Robin Sala dont je vous ai présenté le travail, et c'est un travail qui est co-dirigé avec la collègue dont je parlais, Daniela Popa. Je m'excuse pour la... Merci beaucoup Clément, c'est pour cette superbe présentation. Hyper intéressant, merci beaucoup. Peut-être juste une question rapide. Je ne sais pas s'il y en a une. Ouais, moi j'avais une question. On a certains, enfin on n'en voit pas beaucoup parce que c'est pas tout à fait notre domaine, mais il y a des patients qui ont une agénésie du cervelet. Qu'est-ce qui prend le relais finalement quand il n'y a plus de cervelet? En fait, le système, il est fait... Donc le cervelet, il a une spécialité en termes d'intégration temporelle, mais il y a des choses qui ne pourront jamais être compensées.
mais un des aspects spécifiques du cervelet, c'est les aspects temporels d'apprentissage rapidé. Donc c'est très optimisé pour faire cette chose-là. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a partout dans l'ensemble c'est pas une exclusivité cérébelleuse, c'est-à-dire qu'il y a des apprentissages rapides qui peuvent être faits avec les ganglions de la base et avec les circuits moteurs. Et donc, globalement, l'ensemble du circuit moteur peut récupérer une partie de la fonction cérébelleuse parce que une partie de la façon dont le circuit est monté sert à gérer plutôt l'optimisation temporelle. Le cervelet apprend rapidement et les autres parties du circuit peuvent apprendre un peu plus lentement et stabiliser de façon plus durable. Mais si l'élément cérébelleux n'est plus là, le système va se débrouiller ça. Mais il y a des choses qui nécessiteront toujours un cervelet. Merci beaucoup.